Yoann, je te ramène en 2022 quand tu t'es battu à Dana White Contender Series, que tu as gagné et que le grand patron t'a dit que tu avais ta place à l'UFC avec ton contrat. Ouais. Quelle émotion t'habitait à ce moment-là? Ah, c'était incroyable. Là. C'était un sentiment de satisfaction. Là. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Là. On va demander à notre invité spécial qu'est-ce que lui a ressenti. On va aller le rejoindre tout de suite. L'homme de l'heure, Louis Jourdain, qui a gagné et qui a mérité en fait son contrat à l'UFC mars dernier. Un des plus beaux moments de ta vie, toi aussi, Louis? 100%. Tellement d'années de travail qui ont enfin fructifié. Fait que non, comme j'ai dit, j'ai dormi à peu près 2 heures en 3 jours, mais je suis high on life en ce moment. Là. Je suis très bien. Merci énormément d'être avec nous aujourd'hui après cette incroyable performance contre Magno Diaz. On passe la première portion de l'émission avec toi. Restez là, on décortique tout ce qui s'est passé pour Louis au cours des derniers jours. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ah ouais, énorme émission pour vous aujourd'hui. Très content du menu qu'on a à vous présenter. On a Louis. On va parler de ce qui s'est passé à Perth il y a quelques jours. Quelle immense victoire de Carlos Ulberg. Une semaine avant le gros UFC 320, on met la table pour tout ça. Beaucoup d'actualités aussi. Un Québécois qui se bat en Thaïlande demain, en fait, vendredi. John DiBella, on va en parler à la fin de l'émission. Mais bien sûr, Louis Jourdain. Tout d'abord, Louis, félicitations pour cette superbe performance. Tu l'as dit d'entrée de jeu, des années de travail là, qui finissent par payer. Peux-tu, je sais pas si t'es capable de mettre en mots, mais tu sais, t'es venu au podcast il y a quelques mois avant ton dernier combat, puis tu parlais de toutes les blessures, toutes les épreuves que t'as surmontées, tout ça, à 28 ans d'être enfin à l'UFC, après tout ce par quoi t'as passé, à quel point là, c'est satisfaisant? Ben, j'ai eu 2 moments émotifs où est-ce que j'ai pas pleuré, mais j'ai versé une petite larme, mettons, là. C'était quand j'étais à l'arrière, j'avais tout mon kit, j'étais prêt à rentrer, mon adversaire rentrait, puis là, il faisait jouer mon vidéo sur les écrans où est-ce qu'on voyait moi et Charles qui s'entraînaient, tous mes anciens combats, puis j'ai revu des vieux combats à TKO, puis j'ai vu, on voyait comme tout le cheminement, il parlait de mes blessures, puis là, j'étais comme aïe aïe. Toutes les fois où j'ai failli abandonner, où je pensais quit, toutes les épreuves difficiles, toutes les émotions négatives que j'ai vécues, puis là, j'étais rendu là. Fait que quand j'étais dans le bac puis je voyais cette vidéo-là, mettons que j'ai versé une petite larme. Puis aussi, après le combat, on m'a vu, je suis tombé à genoux, la tête contre l'octogone, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on l'a enfin fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ce feeling-là. Tu sais, Louis, Contender Series, c'est quand même assez froid, on se le cachera pas. Moi qui l'ai déjà vécu, tu sais, pas de musique d'entrée, pas de commentateur, tout. Moi, je t'ai regardé en direct. J'ai vraiment eu l'impression que tu avais l'air en plein contrôle. J'ai l'impression que cette atmosphère froide-là, un peu comme ambiance, pas sparring, parce que c'est vraiment hostile comme ambiance, mais j'ai l'impression que tu avais eu l'air en plein contrôle, que tu étais calme, que tu étais serein, que tu as tout contrôlé. Comment tu as trouvé ça, toi? Pas d'entrée, pas de commentateur, Contender Series, l'ambiance. Comment t'aimais ça? Moi, j'ai adoré ça. C'était comme, t'es là pour te battre, t'es là pour ton contrat, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de niaiserie. Ça passe vite. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, tu connais ce feeling-là, des fois, tu sais, comme à mon dernier combat, tu rentres dans l'octogone, puis là, c'est long, puis là, il parle de l'autre. Puis tu sais, moi, je suis dans le bac, là, tu sais, je suis prêt, là. J'ai comme un moment que mon cerveau, il enclenche, que, tu sais, moi, j'appelle ça mon higher self, où est-ce que tu sais, t'es comme nerveux, mais t'es là, OK, c'est là, let's go, je vais me battre là. Puis moi, ça s'enclenche à peu près 20-30 minutes avant le combat. Je suis comme en mode, là, let's go, c'est là qu'il faut que ça se passe. Fait que quand il faut que tu rentres dans l'octogone, là, il présente le gars, il te présente, puis là, c'est long, puis moi, je suis comme, j'ai hâte que ça se passe. Fait que pour moi, ça a quasiment joué à mon avantage, là. J'étais là, j'étais prêt, puis c'est ça m'a quasiment aidé. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec Yoann sur le fait que tu avais de l'air, et pas juste l'air, tu étais en plein contrôle de tes moyens. Magno Diaz, c'est un gars qui était 6-1, 6 victoires avant la limite. Ouais. Un client pas facile. Dana White l'a dit à la toute fin. L'équipe des Fighting Nerds, les gars, l'équipe l'avait en très haute estime, disait que c'était un de leurs meilleurs espoirs. Puis tu l'as découpé, Louis. T'es passé au travers dans tous les aspects, debout,
les coups de pied dans les jambes, la stratégie. T'étais beaucoup plus mobile que lui, beaucoup plus rapide. Au sol, t'as tout défendu, t'as eu des renversements de position, tu finissais avec une soumission. Il n'y a rien qui a mal été dans ce combat-là. Et on va voir des images, on en a sorti, là. Est-ce que tu t'attendais, même dans tes rêves les plus fous, à voir une performance aussi spectaculaire? Oui, mais si j'ai un conseil à donner aux jeunes combattants ou à n'importe qui ont des grosses compétitions ou des choses qui sont quand même stressantes avec beaucoup de pression, puis ça, j'avais vu un psychologue sportif qui m'avait dit ça, c'est comme des fois le stress puis l'anxiété, c'est quand tu as un overload d'informations. Là, tu sais, j'aurais pu penser, hey, tout le Québec va regarder, le monde va regarder, hey, Dana White, il est là ici pour mon contrat, mais tout ça, ça m'aurait juste mis de la pression. Le psychologue, qu'est-ce qu'il me dit, c'est que focus sur ce que tu peux contrôler, puis tu as une job. Ta job, tu as 3 rounds de 5 minutes, puis tu as un adversaire à battre. That's it. Il n'y a pas de Dana White, il n'y a pas de contender, il n'y a pas de monde qui te regarde, il n'y a pas de contrat. Tu as une job. Puis tu focuseras sur ce qu'il y a à focuser après, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que si j'ai un conseil aux jeunes combattants, c'est ça, focuser juste sur le combat. Il n'y a rien autour, puis après ça, on en profite, puis on récapitule sur tout ça, mais non, c'est ça, j'étais juste focus sur le combat, puis ça a porté fruit. Moi, je commence à beaucoup étudier les combats. Je commence à beaucoup étudier en tant que coach avec l'Académie Connexion que j'ai ouvert à Saint-Amand, parce que je veux enseigner. Puis, je t'ai tellement trouvé beau à combattre, Louis. Je t'ai trouvé élégant. J'ai trouvé que tout ce que tu lançais, c'était avec intention. Tu touchais quand tu voulais toucher. Tu te déplaçais de gaucher, droitier. Tu lançais rien d'inutile. Tu te touchais avec un coude. Tu sais, je veux dire, honnêtement, j'ai trouvé que t'étais une masterclass de kickboxing. T'as pas mangé de coups. Est-ce que UFC Vancouver, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir à toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je l'ai demandé, mais là, il y a un petit problème, c'est que premièrement, je pourrais vous envoyer une photo de mes pieds. Là. Mes pieds sont bleus, gonflés comme des ballons. J'ai de la misère à marcher. Puis le docteur, il m'a pas clear pendant 21 jours. Il a dit qu'il pouvait regarder qu'est-ce qu'il pouvait faire. Mais tu sais, il y a comme une petite partie de moi qui veut faire mon Khamzat Chimaev puis me battre à toutes les 2 semaines puis faire de l'argent puis tout ça puis de vouloir avoir l'air tough, mais en même temps, tu sais, on veut quand même bien faire les choses, tu sais, à la fin de la journée, on reçoit le double de notre bourse si on gagne, fait que tu sais, je veux pas me jeter dans la gueule du lion tout de suite, je veux profiter aussi du UFC PI, de leur programme d'entraînement, des suppléments, tu sais, je veux vraiment que mon prochain combat, ce soit la meilleure version de moi-même, puis que ce soit une version encore meilleure que ce que j'ai démontré à mon dernier combat. Fait que, il y a une partie de moi qui veut prendre son temps, mais il y a une partie de moi qui veut foncer. Mais c'est ça, si le docteur me clear pas, puis si je suis pas capable de marcher avant le fight, c'est pas bien mieux. Ça vient des nombreux coups de pied dans les jambes que tu as lancés. Honnêtement, je pense que ça a été un des points tournants, ou en tout cas une des clés du combat. Mais lui, ça lui a causé du dommage dans le combat. Tout en paye le prix 2 jours plus tard, c'est ça? Ouais, on l'a recroisé à l'aéroport, puis il se faisait pousser dans une chaise roulante. Il avait pas l'air... je crois que j'ai mal, mais lui, je crois qu'il avait un petit peu plus mal. Mais même pendant le combat, écoute, je lançais les kicks, puis ça me faisait tellement mal aux pieds, là. Mais t'es sous l'adrénaline, puis ça marchait. Fait que je continuais de le lancer, mais tu sais, la stratégie aussi, c'était quand il passait en gaucher, je voulais le kicker au corps. Mais chaque fois qu'il allait gaucher, j'avais tellement mal aux pieds que je voulais pas kicker puis pogner son coude puis me le casser encore plus. Fait que, tu sais, on sait même pas si mon pied est cassé en ce moment. Il est vraiment, vraiment magané. Mais c'est ça. Il y avait mal, mais j'avais mal aussi. Mais quand tu gagnes, c'est pas, ça change plus rien. Yoann, je vais poser une question parce qu'on vient de voir, ceux qui nous regardent en vidéo, la réaction de Dana White après le combat qui dit, quand tu réussis à finir ton adversaire, tu lui passes la soumission, il dit « wow », tu sais. Il est impressionné. Puis les commentaires, quand tu as écouté ses commentaires, puis qu'il a dit que c'était un chef-d'œuvre, que c'était une classe de maître, et comme je le disais tantôt, que tu es passé au travers sans aucune difficulté d'un des plus beaux espoirs de l'équipe des Fighting Nerds. Quand tu entends ces commentaires-là de celui qui ultimement prend toutes les importantes décisions au niveau de la plus grande organisation au monde, comment tu te sens? Ben écoute, il a dit que techniquement c'est un masterpiece, fait une œuvre d'art, fait que ça j'étais vraiment content. Puis c'est drôle parce que ça a commencé avec le premier combat qui parlait, puis là il a carrément ramassé le gars, il a dit écoute, si tu donnes des performances comme ça, on te signera pas, puis tu me parles, puis en tout cas il y avait bien des affaires négatives à dire, fait que là j'étais comme oh ok, il est dur Dana White ce soir, puis finalement il arrive à moi, il me dit tout ça.
Fait que de l'entendre de lui. Puis aussi, une autre chose, c'est que on est tellement sur l'adrénaline en combat qu'on se rend même pas compte de ce qui se passe. Je me rappelais même plus que je l'avais droppé avec un coude. Je me rappelais même plus que j'y avais lancé un flying knee. Je me rappelais de rien. Même qu'au deuxième round, à la fin du deuxième round, j'étais allé dans le coin et j'ai dit, bon, qui a gagné les 2 rounds? Puis là, Fabio, il a dit, t'as pas gagné les 2 rounds. Tu l'as détruit. Là, j'étais comme, OK, c'est bon, mais je m'en rendais même pas compte. J'étais tellement focus sur le prochain round, ma respiration, etc., dans le moment présent, que je m'en rendais pas compte. Puis là, j'ai regardé le combat hier pour la première fois, puis je peux comprendre pourquoi il a dit ça. C'est vrai que c'est un très beau combat, mais c'est ça, moi, j'avais pas grand souvenir du combat. Fait que, tu sais, c'est comme de l'entendre dire ça, c'est encore plus le fun. Moi, ce que je trouve le plus beau dans ce combat-là, c'est que en tant que professionnel, en tant que jeune prospect en ce moment, tu arrives à Contender Series, là, tu vas devoir affronter d'autres jeunes prospects, j'imagine. Tout le monde va regarder ton premier combat à Contender Series. On va regarder c'est qui Louis Jourdain, c'est quoi qu'il a à amener sur la table. Oh my God, t'es tellement difficile à lire. Tu te déplaces gaucher, droitier, ton crochet en contre-attaque sort. Là, t'as sorti un coude, tes kicks ils sortent, le clinch est là. Là, t'as terminé ton combat avec un real naked choke, une soumission. Tu vas être super difficile à décoder. Puis ça, je pense que c'est super gros en ta faveur. Avec ton frère qui est là-dedans, avec Charles. Là, vous avez été mentionné comme le premier duo des frères, officiellement, le premier duo canadien de frères. Qu'est-ce que ça te fait, ça? Ben, tu sais, honnêtement, moi pis Charles, on vient de marquer l'histoire, veux pas. C'est premièrement les premiers frères canadiens, québécois au UFC. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a carrément marqué l'histoire avec ça, puis tu sais, on peut les compter sur une main, le nombre de frères qui a été au UFC. Charles, après le combat, il m'a envoyé une statistique quand même assez drôle. Il a demandé à ChatGPT, c'est quoi les probabilités que ça arrive, 2 frères canadiens au UFC? Écoute, c'était 0,000, puis il y avait comme 10-0, puis il y avait comme 6-2. Puis il m'a juste écrit « On a brisé la Matrix ». C'est comme les probabilités que ça arrive sont très basses. Fait que je crois que c'est encore plus le fun pour ça. Puis c'est ça, on a marqué l'histoire, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais écoute, c'est ce que c'est. Surtout les médias, je trouve, québécois, je trouve qu'ils en parlent pas assez, mais écoute, c'est correct, on va faire du bruit dans les prochaines années. J'ai une belle anecdote aussi, vous avez parlé de mon coude que j'ai rentré au premier round. Ça, c'est, il y a 3 semaines, je me suis entraîné avec Rory McDonald, vous vous rappelez de lui? Ben oui! On s'est entraîné avec lui, puis tu sais, c'était tellement merveilleux parce que moi, ça, c'est mon héros d'enfance. C'était mon fighter préféré de toute mon enfance. Puis tu sais, c'est comme de le regarder à la télé depuis que je suis tout jeune, puis après ça, de s'entraîner avec lui, c'était fou de tout le cheminement qui a été jusque-là. Puis c'est lui qui m'a montré ça. Il a dit, quand les gars sont trop agressifs, à place de lancer ton jab, tu peux lancer ton step-in elbow. Puis on l'a pratiqué pendant des semaines juste à cause de ça, puis ça a vraiment bien payé. Fait que ça, c'est ma petite anecdote pour le coup de rentrée. C'était un childhood dream come true de rencontrer lui, puis pas juste le rencontrer, s'entraîner avec aussi. Et puis ça a un impact aussi immédiat dans ta carrière en plus. Puis ça, c'est tout simplement incroyable. Pour revenir à ce que tu dis sur les médias, nous, on en parle. On fait le SOS Podcast est là pour en parler. Je vais en parler tantôt à TVA Sport. Écoute, ceux qui suivent ça et ceux qui suivent les armes, on n'est pas beaucoup. Mais on fait notre possible parce que je suis entièrement d'accord avec toi que c'est une page d'histoire. Avant de te laisser partir, un mot sur Charles peut-être. Il était dans ton coin. Je sais que lui est encore en entraînement assez intensif. On va essayer de le recevoir si c'est pas avant son combat contre Davy Grant. Ça va être après, mais je suis confiant. Là, je vais essayer de lui parler pour l'avoir soit la semaine prochaine ou l'autre au podcast. Mais comment ça se passe avec Charles? Tu es avec lui pratiquement tous les jours là, en vue de son combat contre Davy Grant. Qui risque d'être le combat peut-être de la soirée à Vancouver, honnêtement. Mm-hmm. Charles, il a tellement évolué depuis son dernier combat, depuis ses 2 derniers. Depuis, en fait, sa défaite contre Jean Silva, il a tellement évolué. Puis je le vois au gym, là, on fait venir des sparring partners de partout, puis il les allume. Là. Charles, il est dans la meilleure shape qu'il a jamais été de toute sa vie. Il est lean, il est rip. La technique est là. Il s'entraîne beaucoup avec Joe Valtellini pour sa technique. Il est un champion du monde de kickboxing. C'est vraiment la meilleure version de Charles que vous allez voir. À 135, c'est un bon combat pour lui. Fait que c'est ça, ça va être la meilleure version de Charles que vous allez voir, puis c'est sûr qu'il va gagner.
OK. Oui, Charles, mais on a assez parlé de Charles. On va encore parler de Louis. Louis, c'est qui tu veux? C'est qui tu veux affronter? Oh, là? la question. C'est qui que tu voudrais, là? Mettons, là... Parce que, mettons qu'on se dit, il y a beaucoup de jeunes prospects, c'est pas tout le monde qui connaît les prospects. On va parler d'un vétéran. Y a-tu un nom que t'aimerais affronter? Un vétéran qui est encore là, un gars qui a un nom que t'aimerais affronter? Ou un rêve, tu sais. Charles dit souvent, un gars comme Cobb Swanson, bon, le train passé parce que Cobb est à la retraite, mais il a toujours dit qu'il aurait aimé ça l'affronter. Est-ce qu'il y a un gars comme ça là, il pense, là. Ben, si ça serait juste de moi, j'aimerais vraiment ça me battre contre Sean O'Malley. Là. Parce qu'il est tellement grand, il y a des petites cannes. Puis là, je me disais, hey, si je kick ses tibias, là, il va pas aimer ça. Puis j'essaie d'éviter son one-two. Puis ça serait un gros combat pour moi. Mais tu sais, de toute façon, je vais devoir passer par le début de la division en bas du top 15. Je vais devoir passer par des gars qu'on connaît pas beaucoup. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Faut que je passe par là. Mais d'ici une couple d'années... c'est sûr que je vais combattre contre des gros noms. Louis Jourdain, peut-être merci. Charles Jourdain un moment donné. Oh là là, Ouf. ben là... non, commencez pas pour ça. Pour quelques là. millions, là, écoute, on va simuler le combat, on va dire, OK, je te knock au round 2, puis on split. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, Charles l'a dit aussi à la télé mardi, les frères Jourdain prennent d'assaut la division des poids coqs de l'UFC. On a hâte de voir c'est quoi le prochain défi. Prends soin de toi, Louis. Félicitations, Louis. Félicitations encore. Guéris les jambes. Parce que le reste, je pense que tout va bien. Ça a été un superbe combat et une place plus que méritée à l'UFC. Tu reviens quand tu veux, mon cher Louis. On se reparle bientôt. Ben, aussitôt que vous m'invitez, je vais être là. Merci beaucoup. Salut, ciao, Louis. ciao. Quelle performance, honnêtement. Wow. Quel humain. Puis quand il a parlé du fait qu'il y a... Parce que tu lui as posé la question sur l'environnement et tout ça, puis ça l'a pas du tout stressé, puis le fait de travailler avec un psychologue sportif. C'est sûr. Donc, tu sais, c'est les enjeux physiques qu'il a passé, mais aussi il a fait le travail aussi mentalement, puis ça a tellement paru. C'est pas le même Louis Jourdain des dernières années, puis on le sent qui a maturé, qui a passé par-dessus des épreuves, puis là, il a l'air d'être à la bonne place. Il a seulement 28 ans. Il est pas vieux, là. Il est vraiment là. Il a une belle carrière devant lui qui l'attend. Là. Puis honnêtement, si ça n'avait pas été des blessures, peut-être qu'il aurait été à l'UFC bien avant ça. Oui, Charles est pas beaucoup plus vieux. Je pense que Charles vient d'avoir 30 ou 31. Ils ont peut-être 2 ou 3 ans de différence. Mais on sait que Charles est à l'UFC depuis qu'il a 25 ans. T'sais. Puis Louis a toujours été dans ses traces, toujours le même talent. On les a toujours placés sur un pied d'égalité ou à peu près. Mais c'est ça, qui a eu la chance de son côté au niveau de la santé. Charles n'a jamais, sauf la dernière fois, dû se retirer d'un combat à cause d'ennuis de santé. La dernière fois, c'était l'œil, mais jamais de grosses blessures. Alors que c'est tout Louis qui a eu la malchance à ce niveau-là. Petite anecdote rapide, moi, mon premier combat amateur de toute ma vie à Kanawaki, je l'ai fait avec les frères Jourdain dans mon coin. Ah ouais? Ouais, mon premier Louis combat. avait quel âge? 12 ans? Il était très jeune. Puis autre anecdote, Charles a pas arrêté de dire en début de carrière que Louis allait finir par le dépasser un jour. Il l'a pas arrêté de le répéter. Il disait toujours que Charles allait un jour, que Louis allait dépasser. Puis tu sais là, on a arrêté d'en parler un petit peu parce que Louis était un petit peu plus dans l'ombre à cause des blessures, comme on l'a mentionné. Mais là, il revient tranquillement. Fait que très talentueux. Les deux sont dans la même division, les deux s'entraînent ensemble, comme deux frères québécois à l'UFC dans la plus grande organisation au monde, c'est fantastique. Bref, merci à Louis, merci à Charles aussi qui a aidé son frère dans sa préparation et puis on lui souhaite bonne chance pour Vancouver. Charles contre Davy Grant également. OK, UFC Perth, c'était samedi passé. Un mot. Wow. 2 mots en fait. Carlos Ulberg. Ouais. On se demandait, on se disait, quand il a affronté des gros noms, Blachowicz, Ozdemir, ça a été à la décision. Peut-être prenne un peu moins de risques et tout ça. Qu'est-ce que ça va donner contre Reyes, qui lui est super agressif, revient de 3 KO de suite. Qu'est-ce que ça a donné? Un des plus gros KO de l'année au premier round. Honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé? En tout cas, à mes yeux, la plus grosse performance de sa carrière, une 9e victoire de suite. Ouais. Et le moment qu'il a choisi pour le faire à une semaine du combat de championnat dans sa division, je veux dire, tu peux pas demander mieux que ça. Là. Non, c'était le scénario parfait pour Ulberg. J'ai senti, en commençant le combat, on n'a pas vraiment senti, là, on a senti Ulberg là, qui mettait la pression, puis que Reyes était un peu reculon. OK, peut-être voulait travailler plus en contre-attaque, mais j'ai vraiment senti Ulberg très à l'aise, semblait être à la maison, l'énergie semblait être là, imposant physiquement. Dès qu'il a touché la cible, Reyes n'a pas eu de choix. Là. Il a tombé. Donc, vraiment, on le sentait que Reyes était vraiment à reculons un petit peu plus. C'est une main droite dévastatrice, comme là, vous le voyez pas, ceux qui sont pas en visuel avec nous, là, mais dès qu'il a touché la cible, la force de frappe est
était dominante. Et oui, c'est une combinaison 1-2, la courte gauche et la grosse main arrière Exactement. par la suite. Mais c'est l'angle qu'il s'est donné aussi pour aller chercher cette ouverture-là. Et après avoir lancé sa courte gauche, tout de suite revenir avec l'angle vers la droite pour dégager énormément de puissance. C'était une technique. Puis on a vu l'ancien gros kickboxer, puis City Kickboxing, une équipe spécialiste de combat debout également. C'était 1-2 parfaite techniquement. Là. Exactement. Puis on le sait, en arts martiaux mixtes, avec des petits gants comme ça, c'est différent. C'est pas comme en boxe. En boxe, on peut se permettre de lancer un volume de coups qui est très élevé, des combinaisons de 5-6 coups. Mais en arts martiaux mixtes, avec les petits gants, ça prend seulement un coup et le combat est terminé. Donc là, on a vu que même le jab, le premier coup a fait du dommage. Et le deuxième coup a terminé. Donc vraiment, là, il va être à surveiller. Hulberg, une grosse force de frappe, là, vraiment. Ça va prendre quelque chose d'exceptionnel pour ne pas lui donner immédiatement un prochain combat de championnat. Donc là, je le répète, puis on va faire l'analyse dans 5 minutes là, de Ankalaev Pereira 2 là, pour la ceinture dans cette division-là des mi-lourds. À moins d'un combat épique, d'une guerre de tous les instants et que Pereira reprenne sa ceinture, puis là qu'on n'a pas le choix de donner une revanche immédiate à Ankalaev. Ou à moins, il faut dire que sur la carte principale aussi, il y a Proachka contre Roundtree. Oui. Si ça a une guerre ou si un des deux fait encore plus impressionnant que Hulberg. Mais honnêtement, Hulberg, victoire au premier round, 9 victoires de suite, le rappelle. Je veux dire, tu peux pas... C'est pas impossible que quelqu'un passe devant lui, mais il a clairement l'ascendant pour une prochaine chance au titre. Là. En fait, c'est que on a déjà tous vu ce bassin-là. Proachka. En combat de championnat. On les a tous vus passer. Là, on a besoin de 109. Même Roundtree était en combat de championnat l'année passée. Exactement, contre Pereira. Oui, ça a été un gros combat, mais c'est Pereira qui l'a remporté. On a besoin de 109, puis Hulberg, en terminant ses combats au premier round de manière spectaculaire comme ça, on ne peut que lui offrir cette chance-là. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va seulement mélanger les cartes par la suite. T'sais. Fait que je pense qu'il se doit d'avoir cette chance-là. Pereira Ankalaev, j'ai hâte de voir, c'est pas donné encore, c'est pas fait. Qui va gagner ce combat-là? Une chose est certaine, Hulberg a démontré qu'il est prêt pour un combat de championnat puis qui est dominant dans la division. Je veux le voir contre les gros noms, contre Yeri, contre Ankalaev, Pereira, ces gros noms-là. Là. Un mot sur Reyes. On a parlé la semaine passée de son histoire. Il en a parlé lui aussi dans l'entrevue qu'il m'avait accordée du fait qu'il avait frôlé la mort, que c'était vraiment une renaissance pour lui, qu'il avait complètement changé son approche et tout ça, qu'il était... c'est la gratitude là, qui prédominait. T'sais, quand je l'ai vu, je décrivais le combat à TVA Sport. Petit pincement au cœur, par contre, de voir un gars comme ça qui revient de loin et qui finalement retrouve la lumière, retrouve le soleil, subir un KO comme ça fait quand même toujours mal. Là. C'est sûr que ça fait mal. Il a quand même tellement bien rebondi. T'sais, il était sur une belle lancée. Hulberg reste quand même... Il était sur tellement 8 victoires consécutives. Reyes doit... Peut-être va accrocher ses gants, peut-être que non, peut-être va vouloir décider de continuer. Une chose est sûre, Hulberg est le prochain au championnat. Donc, Reyes n'a pas à rougir de cette défaite-là. C'est un KO qui fait ça fait mal. Physiquement, ça paraît mal, mais... Exactement. Mais, ça lui enlève pas les dernières victoires qu'il a eues. Là. Est-ce qu'il va être en mesure de rebondir de cette défaite-là? C'est sûr que c'est une défaite qui fait mal, oui, ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu as pensé de Jimmy Crute contre Ivan Ersland? C'était la demi-finale. Puis Jimmy Crute aussi, devant ses partisans australiens, est allé chercher une autre grosse victoire là, par soumission. Toujours des gros spectacles avec Crute, mais il mange énormément de coups. Oui. Il mange des coups. Finit le combat en sang, mais content d'avoir gagné quand même. Deuxième victoire. Après un gros passage à vide. Après un gros passage à vide, semble revenir, mais toujours très spectaculaire, toujours très divertissant. C'est vrai qu'il mange beaucoup de coups. Mais c'est ça exactement, très durable, mais ça fait son temps, on le sait. On peut pas manger des coups comme ça pendant 20 ans, donc on peut pas miser sur notre menton. Ça peut pas être notre première défensive. Donc vraiment, là, lui semble accepter de manger des coups. Combien de temps ça va durer encore? Là? La bonne nouvelle, c'est qu'il a tellement de bonne lutte. En tout cas, il a une très bonne lutte, il a un très bon jeu au sol. Ersland, bon, c'était peut-être pas il était un peu démuni au sol. Tu l'as vu, il n'y avait aucun crochet, il n'y avait rien installé, puis il a réussi à passer la soumission. Il a tapé rapidement parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'outils pour se sortir de cette situation-là, alors que Crute, comme je dis, il avait même pas tout installé, sa soumission. Puis, exact. Puis il a réussi à faire taper son adversaire. Fait qu'Ersland, il a des gros trous dans son jeu, puis lui, je sais pas, là, je pense qu'il est 0-3 à l'UFC, sauf erreur. Là. On
on voit qu'il y a aussi beaucoup de lacunes dans ça. Ouais, c'était peut-être pas le plus gros test pour Kroot, mais il nous a montré qu'il était encore là, qu'il était encore dominant au niveau de son jeu au sol, de sa lutte et ses soumissions. Les combattants de l'Océanie, je vous rappelle que le gala était à Perth, donc il y avait énormément d'Australiens et de Néo-Zélandais. Les combattants de ces deux pays ont maintenu une fiche de 10-1 dans les 11 combats dans lesquels ils étaient impliqués. Le seul Australien qui a perdu, c'est Jake Matthews, le vétéran, contre un autre vieux routier, Neil Magny. Ça a été un peu controversé. Magny revient de l'arrière, perdait ce combat-là, puis revient au troisième round un peu de nulle part. Matthews a comme complètement manqué d'essence ou été ébranlé, puis il n'y avait plus de réponse pour rien à mi-chemin au troisième round, et Magny réussit à en finir, mais il y a eu controverse. Je pense que c'était à la fin du premier round quand Matthews avait Magny dans une soumission, puis l'arbitre semble vraiment avoir arrêté le combat avant la fin, avant la cloche du premier round. C'est comme si Magny était en train de vouloir défendre, mais peut-être pas de la bonne manière, en tapant sur la main au lieu de peut-être travailler à défendre. C'est comme s'il donnait des coups. Fait que, moi, je l'ai regardé à plusieurs reprises. Ça semblait contradictoire un petit peu. Être l'arbitre, me serais peut-être interposé aussi, mais c'est comme si il restait 1 ou 2 secondes en même temps, tout s'est fait. Donc, mais Jake Matthews semblait penser qu'il avait gagné, là. Ouais. Tu sais, célébrait, pensait qu'il gagnait. Magny semblait fâché parce qu'il semblait dire hey, j'ai pas tapé, attends un petit peu. J'étais pas endormi parce que j'ai l'impression que peut-être que l'arbitre pensait que Magny était endormi quand Magny a comme a levé un peu sa main puis elle a redescendu. Exactement, ouais. C'était vraiment bizarre. Je pense que la bonne décision ultimement a été rendue, c'est-à-dire que l'arbitre a dit après non, c'était la fin du round, j'ai pas. Oui. Clairement, il a réparé son erreur de cette façon-là. Magny était en mesure de poursuivre, ultimement, mais c'est dur pour Matthews de, après ça, passer du j'ai gagné à non, ok, je dois me recentrer et revenir. Mais je ne voyais pas Neil Magny, un peu quand même un artiste des soumissions, taper debout sur une soumission comme ça. Honnêtement, je trouvais ça quand même assez. J'étais surpris de le voir taper. Fait que j'ai compris assez rapidement la frustration quand c'était pas le cas. Là. Il y a eu un appel, un protêt en fait du clan Jake Matthews, mais depuis que je suis ça, j'ai jamais vu un protêt j'ai jamais vu une décision qui a changé. Au pire, une nulle technique. Au gros pire, j'ai vu ça à PFL. Fabricio Verdum contre j'oublie le nom, mais Ronan Ferreira, il y a quelques années à la PFL. Mais c'est très très rare. Je pense que Matthews, cette défaite-là est faite pour rester à son dossier, malheureusement pour lui. Tom Nolan, un Australien, est allé chercher une 4e victoire de suite. Il est allé chercher un boni de performance en plus pour son étranglement arrière contre Charlie Campbell. Et Branko Pericic, c'est un Australien aussi, mais il s'entraîne à Auckland City Kickboxing, un des partenaires de Sterling qui était sur la carte, d'Adesanya, de Hulberg qui était en finale. Quel beau combat, lui aussi, à ses débuts à l'UFC. C'est un gars qui a toute une histoire, a été sans abri, est arrivé au gym, dormait sur le plancher du gym, dormait dans sa voiture pour être un partenaire d'entraînement d'Israël Adesanya, puis réussit ses débuts à l'UFC avec un boni de performance KO contre Elisha Ellison chez les lourds. Donc, non à retenir, Brando Pericic. Voilà pour l'UFC Perth. UFC 320 cette fin de semaine, ça se poursuit. Là, on est parti. Le mois de septembre a été tranquille à l'UFC, mais on est parti, je pense, pour 8 semaines consécutives avec des galas. Et du côté de Las Vegas, cette fin de semaine, télé à la carte, UFC 320, 2 combats de championnat chez les mi-lourds. La revanche entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira. Et chez les poids coqs, Merab Dvalishvili défend sa ceinture pour la 3e fois en 2025 contre Corey Sandhagen. Il y a d'autres gros combats sur la carte, mais tout d'abord, la finale. Ankalaev, Pereira 2. Invaincu depuis 2018, Magomed Ankalaev. Le premier combat avait été assez terne. Hein? Ouais. Et Ankalaev en avait fait juste assez pour l'emporter. Il a été celui qui a mis de la pression constamment pendant 25 minutes. A tenté beaucoup d'amener au sol, tout défendu par Pereira, mais il y a eu du contrôle le long du grillage et tout ça en lutte. Pereira a plus perdu le combat que Ankalaev l'a gagné, sans rien enlever au champion. Mais j'espère qu'on va avoir un meilleur combat cette fois-ci. En fait. Ben c'est ce qu'on se souvient du premier combat de Ankalaev-Pereira. C'est que Ankalaev mettait la pression, que Pereira était plus à reculons sur sa jambe arrière, ne semblait pas vouloir se tremper, ne semblait pas vouloir laisser sortir son crochet de la main avant. Il respectait beaucoup, je pense, la puissance d'Ankalaev. Hein? La puissance, puis peut-être la lutte. Peut-être avait peur de les amener au sol. On sait que Pereira est très bon avec les coups de pied dans les jambes, les coups de pied dans les mollets pour être capable de couper le jeu de pied, pour être capable de couper la distance. Quelqu'un qui te met beaucoup de pression, si tu es en mesure de pouvoir couper sa jambe avant, tes déplacements vont être plus faciles. On a senti qu'il n'y avait pas d'outils
toutes les fois que Ankalaev closait la distance, il rapprochait la distance, Pereira restait cloué contre la cage. Donc, on a vraiment senti un Pereira arculon qui voulait pas prendre de risques, mais il l'a mentionné aussi après le combat. A dit, écoutez, je sentais que je voulais pas trop tremper mes pieds, j'étais un petit peu arculon, je me sentais pas moi-même. Donc, avait déjà en tête un combat revanche. Moi, je l'avais mentionné. Là, vous allez dire théorie du complot. Non, je suis pas rendu là, mais moi, je l'avais mentionné. C'est que je me suis dit, un grand champion comme Pereira va vouloir prendre un 5 rounds de 5 minutes contre Ankalaev, savoir ce qu'il peut lui apporter, comprendre la vitesse, comprendre la distance, comment il va fonctionner, il va accepter de lui donner un combat de revanche, il va aller gagner ça au deuxième combat. OK, ça va loin, mais c'est quand même quelque chose que je pense qui peut être plausible. Dans le sens qu'il est prêt. Il va être prêt à aller affronter Ankalaev. Il était prêt à prendre une défaite, à perdre sa ceinture, prendre une défaite, juste pour savoir ce qu'il attendait, avoir en sachant qu'il allait avoir un combat de revanche. Sachant qu'il allait l'avoir. Et les données nécessaires pour. Ça va loin, mais c'est plausible, selon moi. C'est pas impossible dans le sens où. Dans le sens où il voulait pas. Je pense pas qu'il a fait exprès pour perdre. Exactement. Mais. Quand tu arrives dans le combat avec une stratégie X, puis tu te rends compte qu'après 2-3 rounds, ça fonctionnera pas, puis là, tu te dis, OK, je prendrai pas de risque, puis là, je vais encaisser ma défaite, je vais aller, comme on dit... on retourne sur le bureau de travail, on retourne travailler, puis tu sais, Pereira, c'est un grand champion, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. J'avais l'impression que dans le premier combat, il n'y avait aucune animosité, que les deux se respectaient beaucoup de fierté, tu sais... C'est correct, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'animosité. Ils se sont croisés un petit peu, Pereira et Ankalaev. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir si maintenant, on va mettre le respect de côté puis on va aller un petit peu plus à la guerre. Là. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on va aller écouter ce que Pereira a à dire là-dessus. Tu fais référence à cette rencontre ou pas à l'Institut de performance. Les deux terminent leur camp d'entraînement du côté de Vegas et on le sait qu'à l'Institut de performance, beaucoup de combattants passent là, mais quand on s'affronte dans une semaine plus tard, on essaye de gérer les horaires de l'un et de l'autre pour pas se croiser, pas créer d'incidents diplomatiques là-bas dans le building. Mais là, apparemment que Pereira aurait croisé l'équipe d'Ankalaev et lui, il dit Ankalaev s'est juste caché de moi, il voulait pas me voir, il est sorti sur les médias sociaux, tenté de provoquer Ankalaev. La réponse est venue par la suite. Donc, j'ai parlé à Pereira cette semaine et de l'animosité et de cette altercation-là. On peut écouter ce qu'il avait à dire à ce sujet-là. Il a dit des choses stupides, mais je sais pourquoi il fait ça. Le seul monde dit maintenant quelque chose ici à Vegas parce qu'il continuait à parler tout le jour et ainsi. Quand il était à Las Vegas, il se cache au PI. Mais je sais pourquoi il fait ça. C'est l'unique chose qu'il faut faire. Je pense qu'ils font pour les médias. Il sait de mon expérience. Je n'ai jamais été affecté pour cela et il fait pour les médias. C'est un gars qui n'a aucune expression et comme ça, il fait un peu les médias. Donc voilà, tu parles de théorie du complot. Selon Alex Pereira, c'est que Ankalaev est tellement peu populaire. Évidemment, la barrière de la langue. Il n'y a pas un gars qui est vraiment extraverti, tout ça. Qu'il essaie juste de provoquer Pereira pour être dans les médias, essayer d'avoir son nom, de se faire un peu plus connaître, qu'on parle de lui un petit peu, alors que Pereira, qui est déjà une méga star de l'UFC, a vraiment pas besoin de ça. Mais c'est quand même Pereira qui a sorti l'histoire, il s'est caché. Il s'est caché de moi. Donc, qui met ça sur le dos d'Ankalaev, c'est lui qui me provoque, c'est lui qui dit des choses, alors que la plus grosse chose, c'est Pereira qui l'a sorti. Je pense que c'est en la faveur de Pereira, parce que Pereira a tellement été habitué d'être dans des scènes dramatiques avec Adesanya, les trilogies et tout ça. Donc, lui, là, ça le dérange pas, ça lui enlève pas son focus du combat. Ankalaev, c'est quelqu'un c'est un fantôme, on le voit jamais, sans émotion, parle pas beaucoup au micro, donc de se faire impliquer dans des histoires comme ça, peut-être que ça lui enlève son focus, ça le rend inconfortable, donc ça peut jouer en la faveur de Pereira, on sait jamais. Quelques points sur Alex Pereira, seulement 11 coups significatifs à la tête lors du dernier combat. 11 sur 76. Wow. À peu près 80% de ses coups lancés, c'était des coups de pied dans les jambes à distance. Tu sais, quand on dit qu'il voulait vraiment pas trop se mouiller, là, c'en est la preuve. Et je regardais ses fiches kickboxing, arts martiaux mixtes, n'a jamais perdu 2 combats consécutifs. Donc, il y en a beaucoup de combats, Alex Pereira. Là. On parle pas de quelqu'un qui a 25-26 combats, on parle de quelqu'un qui a une centaine de combats. Là. Surtout en kickboxing. Exactement. En arts martiaux mixtes, un peu moins, mais effectivement. Donc, c'est un gars qui... Et je pense
je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il n'aime pas se perdre. Exact. Il sait rebondir. Il est capable de rebondir de sa défaite, donc ça va être intéressant de voir une revanche contre le même combattant. Et ça va être important aussi. Je finis là-dessus avant de passer à la demi-finale, parce que 38 ans, puis là, si tu perds 2 fois de suite en championnat du monde contre le même gars, là, tu peux pas avoir immédiatement un combat de championnat tout de suite. Là, tu descends de quelques échelons, ça te prend au moins 1 ou 2 victoires pour retourner en combat de championnat. 38 ans, combien tu peux en faire encore? Il a été ultra actif dans les dernières années. Puis là, il n'a jamais caché qu'il voulait monter chez les lourds. Mais là, avec 2 défaites de suite à 205 livres, si tu montes chez les lourds, tu n'as pas tout de suite un combat de championnat non plus. Non, ça c'est certain. Donc, c'est un combat très important. Qu'il retrouve sa ceinture, pour lui, c'est crucial. Surtout s'il veut passer chez les poids lourds et devenir le premier triple champion de l'histoire de l'organisation. Bref, quand même beaucoup, un immense enjeu quand même pour ce combat-là. Merab Dvalishvili affronte Corey Sandhagen en demi-finale championnat chez les poids coqs. Je le disais, 3e défense pour Dvalishvili en 2025 seulement. Il en veut une 4e. C'est un gars qui est ultra actif, qui va arrêter Dvalishvili. 13 victoires consécutives, Yoann. Ah, écoute, son style est étincelant. Son style, on le sait qu'il va vouloir t'amener au sol, mais il est en mesure de le faire quand même. Sandhagen, c'est un combattant tellement spectaculaire. OK, oui, on va parler des coups de genoux à la volée, des coups de pied frontal qui peuvent être dangereux pour surtout un combattant plus petit qui veut l'amener au sol. Mais j'ai l'impression que Merab est tellement en contrôle de ce qu'il fait. Puis moi, pourquoi je dis ça, c'est que lorsqu'ils se sont battus à la sphère, Merab puis Sean O'Malley, les deux avaient des capteurs de fréquence cardiaque. Et on a calculé les fréquences cardiaques quand ils sont rentrés dans le combat, combien ils étaient, et pendant le combat. Puis il monte pas ses fréquences cardiaques à Merab. Comme il y a toujours du gaz parce qu'il monte pas ses fréquences cardiaques. Il est toujours calme, il est toujours serein. On dirait qu'il y a du plaisir à faire ça. Donc, il y a toujours de l'énergie. Puis ça, c'est la clé numéro 1 pour avoir du succès, c'est d'avoir de l'énergie. Fait que j'ai l'impression que surtout dans des combats de championnat de 5 rounds, il va toujours avoir le dernier mot dans les 4e puis dans les 5e rounds. Donc, j'ai hâte de voir est-ce que Sandhagen va nous sortir un coup spectaculaire pour terminer le combat. Je pense que c'est la seule voie possible pour lui de gagner. C'est en tout cas sur papier un duel très intéressant. 4-1 à ses 5 derniers, Sandhagen. Et tu le dis, c'est un combattant. Sa plus grande force, c'est d'être un peu imprévisible. Exact. Super athlétique. Va sortir des attaques. Gaucher-droitier. Gaucher-droitier. À la volée, renversé. Super imprévisible et tout ça. Puis il a développé un peu plus de puissance. Il me l'avait dit en entrevue il y a quelques semaines. Il travaille beaucoup avec Trevor Whitman. Puis, tu sais, oui, il a toujours réussi à toucher la cible avec des attaques un peu orthodoxes, mais là, il a réussi à ajouter la puissance là-dedans qui peut faire la différence. T'sais, oui, avant, il touchait beaucoup, mais il n'avait pas beaucoup de KO, là, sans vraiment qu'il peut en finir avec ses adversaires. On dit la même chose du côté de Dvalishvili, je ne sais pas si tu as entendu, mais John Wood, son entraîneur, puis lui aussi, Dvalishvili, n'arrête pas de dire qu'il peut gagner par KO. Ouais. Et Sean O'Malley, Dvalishvili 2. En juin dernier, à l'UFC 316, Dvalishvili a fait qu'une bouchée de Sean O'Malley. Ça s'est terminé par soumission au 3e round. Mais dans les 2 premiers rounds, Dvalishvili était meilleur en striking qu'O'Malley. O'Malley, c'est sa grande force. C'est un boxeur, un kickboxer hors pair, un des meilleurs livre pour livre. Puis Dvalishvili était plus rapide, touchait la cible avec plus de régularité. Honnêtement, si en plus d'être un lutteur, le meilleur de l'UFC, toutes catégories confondues, s'il améliore son jeu debout, il n'y a pas de faiblesse, là. Non, il n'y a pas de faiblesse. Puis comme tu l'as mentionné, c'est qu'il est tellement rapide. Donc, il est toujours une fraction de seconde à l'avance un petit peu. Son volume de coups, il travaille toujours en combinaison. On ne va jamais travailler avec des combinaisons isolées, des coups isolés, un jab direct. Il faut toujours avoir un jab direct crochet, terminer avec un kick, essayer d'aller chercher un corps à corps. Donc, un rythme assez élevé. Donc, c'est ce qui fait que c'est difficile de le suivre. Par contre, si Sandhagen est en mesure d'installer ses mains, de pouvoir installer son jab, puis de boxer un petit peu plus et de travailler en combinaison, ça pourrait être une bonne clé du succès pour lui. C'est sûr que Merab va vouloir couper la distance. Ça, c'est pas un secret. Là. Il est à 3 projections d'atteindre la marque des 100 dans l'histoire de l'UFC, à moins d'une catastrophe. Il y a à peu près une moyenne de 10 par combat. Là. Il devrait à moins d'une catastrophe ou que ça se finisse trop rapidement, il va être le premier de l'histoire à atteindre les 100 projections au sol. Avant de passer au reste de la carte, un extrait de Dvalishvili, je lui ai parlé, et entrevue complète de Dvalishvili et Pereira d'ailleurs sur tvasport.ca, mais Dvalishvili sur le fait qu'il adore être actif, il sent qu'il est meilleur lorsqu'il se bat plusieurs fois par année. Yeah, I think that's better for me because usually
after fight, it's hard when you don't have a fight. You don't have like the same discipline. You're traveling a lot. You get a lot of distract, and especially I don't have like a wife. I don't have kids. You know, I'm all over. You know, I'm traveling, and yeah, I like all this, but most important is fighting, and yeah, I wanna just keep doing this. Un lover. C'est un lover, là, notre ami Merab, mais c'est un gars qui est toujours au gym. Exactement. Puis tu sais, c'est vrai ce qu'il dit. Il dit que c'est facile d'être distrait. Étant champion en ce moment, il est porté à devoir se promener beaucoup à gauche, à droite, être présent dans des événements. Pas de famille qui l'attend à la maison nécessairement, pas d'enfants ou pas de femmes. Donc c'est sûr que c'est facile d'avoir des distractions. Puis tu sais, semble pas vraiment être quelqu'un qui fait le party. Mais, tu sais, on l'a vu, qu'est-ce que ça peut donner avec des Conor McGregor ou avec autre chose. Donc, c'est sûr que lui, il l'a mentionné. Je veux être actif, je veux avoir des combats. J'aime mieux être dans la routine du gym que de devoir me promener avec ma ceinture en tant que champion. Là. OK, un mot sur Jiří Procházka contre Khalil Rountree, ancien champion Procházka, Rountree qui s'est battu en combat de championnat. C'est l'agilité, la puissance de Procházka contre la résilience, la puissance aussi de Rountree. C'est un gars qui a énormément de cœur au ventre, va jamais reculer. Là. Bon, ce que j'aime pas, c'est que c'est vraiment deux styles complètement différents. Rountree qui a les mains hautes constamment, style Muay Thai un petit peu plus droit, qui va vouloir avancer. Puis Procházka, les mains basses, qui va vouloir gaucher, droitier, changer complètement de stand. Fait que je trouve que c'est un clash, permettez-moi l'expression, de style complètement, un combat tellement excitant. Là. C'est sûr que ça se termine pas, d'après moi, au troisième round, ça va se terminer avant la limite. Et je pense que les deux vont s'engager, vont être agressifs. Ouais, exactement. Ils vont vouloir prouver. C'est ça. Qui ont leur place encore. Josh Emmett, le bon vieux Emmett à 40 ans qui fait face à Youssef Zalal, un combat important pour Emmett qui est 1-3 à ses 4 derniers quand même, et Zalal 7 victoires de suite, lui 4-0 depuis son retour à l'UFC, le combattant marocain. Donc sort d'une grosse victoire contre Qatar. Exactement. Donc, on l'a vu finir fort, on l'a vu sortir fort, très agile, très rapide, bon mouvement défensif, toujours le long de la cage. Donc, on sait, Emmett va vouloir mettre la pression. Ça va être encore là un clash de style. Exact. Et ça pourrait vraiment permettre à Zalal de faire un bon pas dans les classements et de s'approcher peut-être d'un combat du top 5. Et gardez votre œil sur deux gros cogneurs. Ateba Gauthier, phénomène camerounais de 23 ans, qui affronte un adversaire de dernière minute en plus, là, parce que son adversaire s'est désisté. Puis Joe Pyfer, on le sait, le gros cogneur de Philadelphie, est également sur cette carte-là. On termine l'émission avec les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Johan? OK, mais moi, j'ai un petit message à passer super rapidement. Dans le fond, c'était les championnats provinciaux de boxe en fin de semaine. Donc, les gants dorés. Les gants dorés en fin de semaine? Les gants dorés de boxe en fin de semaine. Donc, c'était les gants dorés. Il y a deux catégories. La novice, puis dans le fond, novice, c'est moins de 5 combats. Donc, c'est les gants dorés de moins de 5 combats. Puis, j'avais deux élèves qui étaient là. Maxime Gemme et Lucas Gemme, les frères Gemme de mon école à Saint-Amab, Académie Connexion. Puis Lucas devait se battre en finale. Dans le fond, il était finaliste, il s'est battu en finale. Puis c'était une catégorie de poids ouvert. Donc c'était 16 ans, 185 livres et plus, à affronter un jeune homme de 16 ans de 6 et 2, 225 livres. Oh my God. Ouais, toute une pièce. Gros combat, beaucoup de cœur. Félicitations, Lucas. A perdu le combat, mais a vraiment démontré beaucoup de résilience puis beaucoup de cœur. A vraiment gagné le respect de son adversaire. Et Maxime, qui a fini champion provinciaux, qui a gagné ses deux gros combats. Donc, félicitations. Grosse performance de Maxime Gemme, qui est devenu champion provinciaux en boxe. Et à la base, ces deux jeunes-là sont des combattants de jiu-jitsu brésilien. Okay. C'est des jeunes qui se spécialisent dans le jiu-jitsu brésilien depuis 3 ans avec l'académie. Donc là, de les voir se développer en boxe, éventuellement, ils veulent avoir un avenir dans le MMA. Seulement 13 ans et 16 ans. Très prometteur. Maxime et Lucas Gemme, félicitations les gars et félicitations coach. Merci. Bravo. Jonathan DiBella est le combattant québécois le moins connu peut-être du Québec, mais c'est un grand champion de kickboxing. C'est un gars de Montréal, italo-canadien. Il se bat cette fin de semaine à One FC. Donc c'est One Fight Night 36. Une revanche pour le championnat des poids paille de kickboxing de l'organisation contre le grand champion thaïlandais Prahan Chai. Les deux se sont déjà affrontés en juin 2024, une guerre de 5 rounds. Et
le Thaïlandais l'avait emporté, avait volé la ceinture de Dibella. Combat très serré quand même. Si vous avez jamais vu des combats de Dibella, vous devez absolument aller voir pour de vrai. Il est, tu sais, c'est pas gros les poids pailles, je pense que c'est 135 livres à One. Et puis, il est tellement rapide. Il est rapide. Et les coups de pied. Louis parlait que ses pieds sont bleus présentement. Ouais. J'ose même pas imaginer. Mais tu sais, lui, il s'entraîne, il fait juste ça, là, jour après jour au gym, lancer des coups de pied. Mais il en lance tellement, ils ont tellement l'air de faire mal. C'est fou. C'est vraiment, c'est un as du kickboxing. Si vous avez jamais vu ces combats, vous devez voir ça. One, c'est une grande organisation, vraiment. Asiatique, ouais, c'est une organisation où est-ce que le volume puis le niveau est très élevé. Certainement, au niveau du kickboxing, au niveau du Muay Thai, il offre plusieurs styles de combat. Donc, ça va vraiment être un combat d'envergure mondiale. Là. C'est un championnat du monde. Pran Chai a la ceinture de kickboxing de One et la ceinture de Muay Thai également. Ah, exact. Donc là, c'est il met sa ceinture de kickboxing en jeu contre John Dibella. Wow. C'est vendredi 21h sur Prime Video. Nice. Si vous êtes abonné sur Prime, vendredi, donc demain, on enregistre, on est jeudi le 2. Donc c'est vendredi le 3 octobre, 21h sur Prime Video. Vous allez pouvoir regarder le combat de Jonathan Dibella et on lui souhaite bonne chance, tente de récupérer sa ceinture de champion du monde. Dana White a annoncé des super beau combat à l'UFC hier sur Instagram. Le 22 novembre, ça va se passer à Doha, au Qatar. Première visite de l'UFC là-bas. En finale, Arman Tsarukyan contre Dan Hooker. Qu'est-ce que ça te dit? Ça? Ouais, ça me dit le retour de Dan Hooker. Retour des deux. C'est vrai, Tsarukyan aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Là, donc, j'ai vraiment hâte de voir. Pour moi, c'est un combat difficile pour Hooker. Tsarukyan qui tellement dominant dans ses combats. La lutte, on le sait, là, c'est une de ses forces. Dan Hooker n'a jamais vraiment été un spécialiste de la lutte. Une bonne guillotine, oui. Mais je trouve que c'est un combat dangereux pour Hooker. Mais écoutez, on le sait, Hooker, c'est un guerrier. Il va y aller, il va tenter de faire son possible. Donc, moi j'ai pas Hooker dans ce combat-là. Parce que Tsarukyan, il est classé 2e à 155 livres, 4 victoires consécutives. Il a 2 défaites à l'UFC contre Gamrot et contre Makhachev en tout début de carrière. Il devait affronter Makhachev en combat de championnat en janvier dernier. Il s'est blessé la veille du combat. Ouais. Il avait fait le poids, sauf erreur, et il s'est blessé. Et on l'a pas revu depuis. Il a été vraiment... comme on dit, benché. Laissé de côté, exactement. Ouais. Benché par Dana White, là, ça fait la punition a assez duré. Mais opportunité en or pour Hooker, honnêtement, de revenir sur le tableau puis de revenir, parce qu'on le sait, il y a eu une grosse blessure à la main. Là, ça fait longtemps qu'il est sur la touche. Chance en or pour lui de revenir. Là. La demi-finale est pas piqué des verres non plus. Belal Mohamed, ancien champion, contre Ian Machado Gary. Donc, Mohamed classé premier à 170 livres contre Gary, qui est 6e. 16-1 Gary dans sa carrière. Seule défaite, c'est contre Shavkat Rakhmonov. Et Mohamed, on le sait, avant sa défaite contre Jack Della Maddalena, était sur une séquence de 10 victoires. Ouais. Aussi un choc de style, peut-être. Et est-ce que et on l'a vu contre Della Maddalena, il n'a pas su imposer sa lutte. Mohamed, est-ce qu'il a été trop gourmand? Est-ce qu'il voulait faire plaisir aux fans, prouver qu'il était capable de combattre debout? Parce que Gary est très, très bon debout, mais est-ce que ça va au sol et du calibre de Mohamed? Je pense que c'est un combat qui est très serré risqué pour Belal, parce qu'honnêtement, Ian Gary semble devenir au top de ses performances, semble évoluer jour après jour après jour, a une seule défaite contre Shavkat Rakhmonov. Exactement, pardon, merci. Contre Rakhmonov, a une seule défaite contre Rakhmonov. Puis c'était pas une grosse défaite, là. C'était une défaite très serrée, un split contre le cauchemar de la division en ce moment. Donc, Belal, qui revient d'une défaite, a perdu son titre contre Jack Della Maddalena, qui devait pas gagner ce titre-là nécessairement. Il était pas favori. Donc, exactement. Donc, je pense que Ian Gary peut vraiment aller mettre un clou dans la tombe de Belal en gagnant ce combat-là. Puis je pense qu'il a tous les armes pour. Chose certaine, Ian Gary gagne contre Belal. On se doit éventuellement de le prendre en considération pour une ceinture. Entièrement d'accord. Et cette ceinture-là va être en jeu la semaine précédente. Ce combat-là, je vous rappelle, ça c'est au Qatar le 22 novembre, puis le 15, le samedi précédent, c'est Della Maddalena contre Makhachev au Madison Square Garden, la ceinture des 170 livres. On termine les actualités avec cette annonce de combat aussi. Benel Dariush qui a accepté d'affronter Benoît Saint-Denis justement au Madison Square Garden le 15 novembre. Et on se posait la question quand Saint-Denis a complètement détruit Mauricio Ruffi, est-ce qu'il y a un combattant du top 10 qui va accepter de l'affronter? Chapeau à Benel Dariush qui accepte ce défi-là quand même. Là. Chapeau à Darius. Combat vraiment intéressant. Je trouve que les deux ont sensiblement
des forces similaires, un bon striking, mais un bon combat debout, mais les deux ont une bonne lutte, sont à l'aise au sol. Ça va être intéressant de voir ce combat-là. L'expérience est du côté de Dariush. Parce que Saint-Denis, on le sait, il a perdu contre Moïcano, il a perdu contre Dustin Poirier. Quand il a affronté des gars du top 10, les dernières fois, ça a moins bien été, mais c'est un gars c'est tellement dur à cuire, puis il est tellement fort physiquement aussi. Donc. Puis il va à la guerre, il avance, chose que Dariush fait aussi. Donc ça va être un combat assez intéressant qui va exploser d'après moi. Donc ça va se passer le 15 novembre au Madison Square Garden. Ça fait le tour, je pense, pour aujourd'hui. Merci, mon cher Yohan. Merci à toi. Merci à Louis Jourdain qui était dans le début d'émission. Félicitations. Un autre Québécois, un 4e à l'UFC. Louis Jourdain, on va suivre bien sûr ce qui va se passer. Merci à Phil en régie. Je m'appelle Ben Baudouin, au nom de Yohan Lennes et de toute l'équipe. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast.